Europe 1. 8h13, Sonia Mabrouk, vous recevez le sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Christian Cambon. Bonjour. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de défense. Vous disposez depuis votre poste au Sénat d'informations sensibles sur l'évolution de la guerre en Ukraine, l'armement fourni aux Ukrainiens, peut-être aussi les intentions de l'armée russe. Et justement à ce sujet, la Russie a affirmé cette nuit, Christian Cambon, que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire. Il y a quelques heures, il y a eu cet avion qui a été exhibé par Poutine. Son nom, l'avion de l'Apocalypse. Nous sommes encore dans la dissuasion. On est en tous les cas dans une période particulièrement dangereuse et qui suscite à la fois notre inquiétude et la nécessité de bien nous préparer à toute éventualité, parce qu'effectivement, on est un petit peu dans le syndrome du chien enragé qui est au fond de l'impasse et qui, ne voyant pas la solution, se retourne et vous saute à la gorge. Et donc rien n'exclut l'utilisation d'armes excessivement destructrices comme des missiles tactiques de basse puissance. Vous savez, vous pouvez envoyer une arme de 5 kilotonnes, ça fait 50 ou 100 000 morts. Disons que ça change le sujet de nature. Et donc rien n'est malheureusement exclu. On ose penser que, au final, la raison l'emportera, y compris des gens qui peuvent l'entourer, car comme dans tous les pays qui possèdent l'arme nucléaire, ce n'est pas un seul homme qui possède le bouton, mais néanmoins le danger est réel et plusieurs déclarations, y compris aux États-Unis, nous ont laissé penser que nous sommes dans une période excessivement dangereuse. Tout ce qui tourne autour de cette fameuse fête du 9 mai, mais on ne sait pas très bien si c'est le 9 ou le 12, mais en tous les cas, Poutine cherche une victoire et s'il ne l'obtient pas, il est capable du pire. Et c'est un vrai sujet d'inquiétude. Et c'est le président de la Commission de défense des affaires étrangères des forces armées qui le dit. Vous-même ce matin, Christian Cambon, il ne s'agit pas évidemment d'inquiéter les Français outre mesure, mais de préparer notre pays. Prenons des exemples, puisqu'on les voit dans la presse, notamment la presse écrite, où il y a des scénarios, parfois des scénarios extrêmement noirs. Mais par exemple, on a 7 ou 8 cloches qui protègent certaines villes, Paris, Lyon et d'autres, et le reste du territoire français. Est-ce qu'il est protégé, monsieur Cambon? Alors, c'est une constatation que nous connaissions depuis longtemps, mais qui a été mis en exergue par la situation de l'Ukraine. En effet, on a pu voir que les principales destructions dramatiques que subit l'Ukraine et les populations sont arrivées par la voie des airs, par la voie des missiles. Et donc moi, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que mes collègues, notre devoir est de nous interroger sur la manière dont la France est protégée en termes de défense aérienne. Or, la philosophie qui a été arrêtée depuis des années, dans un contexte de paix. Souvenons-nous que le langage le plus communément partagé, c'était, ça fait 75 ans que l'on vit dans la paix, on ne va pas s'offrir des systèmes excessivement sophistiqués, puisque de toute façon tout va bien. Puis brusquement, cette crise éclate, et elle démontre que elle pose la question de savoir si nous sommes si bien protégés que ça. Alors comme vous venez de le rappeler, nous avons effectivement 6 ou 7 systèmes de protection sur Paris, sur Lyon, Montverdun, puisque là il y a le centre de commandement des forces de la dissuasion. Donc ce sont des sortes de cloches de protection qui sont équipées à la fois de missiles pour les couches supérieures, c'est-à-dire avec des missiles Mamba, et puis sur les couches inférieures, c'est-à-dire au ras du sol, on a des missiles Crotale, c'est-à-dire que là, s'il arrivait quelque chose sur Paris, on serait en mesure de le détruire. Mais le reste du territoire est beaucoup moins protégé. Imaginons par exemple, ce n'est qu'une supposition heureusement, mais imaginons qu'un sous-marin russe depuis l'Atlantique tire quelques missiles bien placés sur la base de Saint-Dizier, celle de Mont-de-Marsan et celle de Creil, on n'a plus un seul avion qui est en mesure de décoller. Donc ça pose quand même un certain nombre de sujets. Alors, bon, par chance, on est au sein de l'OTAN, on a des systèmes d'alerte, et on a nos alliés qui nous aident et qui nous protègent. Mais enfin, je pense que fondamentalement, cette affaire modifie complètement nos logiciels, et qu'il va falloir repenser à toutes ces menaces de guerre dites de très haute intensité, mais qui mettent aussi en œuvre des moyens traditionnels. J'avais évoqué l'affaire des munitions. Tous ces sujets vont devoir, à mon sens, être remis sur la table par le président de la République et le futur gouvernement. Très important, c'est-à-dire que vous dites ce matin que toute la défense aérienne française doit être revue, que le logiciel doit être renforcé. Elle doit être revue pour voir si nous sommes en mesure, effectivement,
avec les armes nécessaires, avec le stock d'armes nécessaires aussi, bien sûr, de protéger le territoire national. On a vu par exemple que les Allemands, il y a quelques semaines, bénéficiant de cette annonce de 100 milliards, car ils vont mettre 100 milliards sur la table pour leur défense, ils ont annoncé leur volonté de se doter du fameux dôme de fer qui protège Israël. C'est pas une petite affaire, parce que ça coûte horriblement cher. Alors, sur Israël, c'est un territoire assez restreint. À l'échelle de l'Allemagne, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Puis on a vu que les Allemands le proposaient à des pays voisins, ils l'ont du reste pas proposé à la France. Voilà des sujets que dont l'Europe devrait s'emparer. Comment assure-t-on notre sécurité aérienne? Moi, quand je vois les dégâts qui sont faits par les missiles et les drames épouvantables que cela génère, je me dis que cette question doit être posée. Et on l'entend vraiment avec acuité ce matin. Christian Cambon, vous aviez tiré l'alarme déjà il y a quelques années, mais encore plus il y a quelques semaines. Vous avez dit comment, dans un pays comme la France, on passe d'un état de paix à un état de guerre de haute intensité, avec quelles munitions? Et vous nous aviez dit, en réalité, qu'on ne tiendrait pas plus que cela, plus que quelques semaines, 3, peut-être 4 semaines. Est-ce que depuis ce moment, vous aviez tiré la sonnette d'alarme? Et aujourd'hui, eh bien, il y a eu une pensée là-dessus, un sursaut. Je pense qu'au moins on a eu le mérite de remettre dans l'actualité un sujet qui passait un peu inaperçu pour les raisons que j'ai évoquées. On se disait mais à quoi ça sert d'entasser les armes, puisque de toute façon on n'a pas à les utiliser. On vit en temps de paix depuis si longtemps. Et maintenant on s'aperçoit qu'effectivement, alors on va pas discuter du nombre de jours, parce que ça dépend du nombre d'armes que vous utilisez chaque jour. Si vous les utilisez toutes les unes avec les autres le même jour, ça ne durera pas longtemps. Mais enfin, on sait que malheureusement, depuis très longtemps, tout gouvernement confondu, car tout le monde porte cette responsabilité, eh bien nous n'avons pas les stocks nécessaires qui nous permettent de nous inscrire dans la durée d'un conflit de plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Et là, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur, un exemple par rapport à la puissance chinoise? J'ai noté cette phrase, Christian Cambon. En 4 ans, la marine chinoise a construit l'équivalent de la marine française. C'est tout à fait exact. La Chine met à l'eau une frégate par mois, un sous-marin par an, un porte-avions tous les 3 ans. Cette phrase est celle de l'amiral Vendier, chef d'état-major de la marine. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Alors évidemment, les moyens de la Chine sont tout à fait supérieurs à ceux que la France peut mettre en œuvre. Et puis à chaque fois, effectivement, il y a la réponse qui nous a été fournie trop souvent. Vous avez l'OTAN et vous avez vos voisins. Mais si à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous dites de toute façon le voisin va s'occuper de nous, mais le voisin il va d'abord s'occuper de lui. Et donc je pense que ces forces armées qui sont les meilleures d'Europe, faut quand même le rappeler. Nous sommes la meilleure armée d'Europe, l'une des meilleures armées du monde, on peut le dire. Avec la Grande-Bretagne qui partage du reste la même philosophie, c'est-à-dire nous sommes capables de projection, nous sommes capables en l'espace de quelques heures, de quelques jours, de projeter à 3 ou 4 000 kilomètres d'ici des forces entièrement homogènes, si vous voulez. Mais il y a aussi j'allais dire vulgairement, des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il faut identifier les points qui présentent une faiblesse, et notamment sur les munitions. Bon, là aussi, sur le rythme de renouvellement de nos armements, c'est vrai que les Chinois mettent le paquet, et donc ils sont très présents maintenant dans des mers qui sont très lointaines, et c'est comme ça du reste qu'ils affirment leur puissance. Alors la France ne va pas se mesurer à la Chine, elle toute seule. Encore une fois, l'OTAN, qui est un système de réassurance et qui fonctionne très bien et qui retrouve une seconde jeunesse. On se souvient de la critique du président de la République, mais là, qu'est-ce qu'on voit concrètement? C'est que les pays qui sont protégés par l'OTAN, et notamment par ce fameux article 5 de l'OTAN qui fait que si les Russes attaquent un pays de l'OTAN, immédiatement les autres répondent, c'est quand même une vraie sécurité. Oui, le parapluie américain est là, mais il n'empêche pas d'avoir aussi d'autres parapluies français à nous. Voilà, et je pense que chaque pays européen, et singulièrement la France, qui a commencé à le faire avec... il faut reconnaître au président de la République actuelle le fait d'avoir lancé cette loi de programmation militaire. Moi, j'en ai été le rapporteur. Bon, au final, c'est quand même 295 milliards qui ont été mis sur la table. C'est des sommes gigantesques, parce que tout ça coûte évidemment très cher, et qui montrent qu'il faut se réarmer, parce qu'on vit dans un monde qui n'a jamais été aussi dangereux. Réarmer avec des équipements, on va continuer à en parler. Et puis, on parlera aussi dans quelques instants, Christian Cambon, du renseignement, parce que c'est une arme redoutable et évidemment cruciale. Encore un mot sur les équipements
d'équipement. Vous présidez cette commission des forces armées au Sénat. Vous êtes soumis. Il y a évidemment des informations classées secret défense. Donc on va faire attention aux questions que l'on vous pose ce matin. Toutefois, on sait maintenant, il y a moins de tabous sur les armes qui sont livrées à l'Ukraine. On sait qu'il y a des canons César, des missiles Milan et puis aussi des missiles sol-air. C'est le renseignement ukrainien qui le dit. Vous le confirmez ? Disons que je ne l'infirme pas, mais vous comprenez bien que c'est pas le fait de dire ce que l'on livre ou pas, c'est simplement pour la sécurité d'abord de ceux-là même qui convoient ce genre d'armes, car il faut qu'elles parviennent au plus près, notamment vers la Pologne, qui assure le hub où les armes après sont distribuées et sont remises aux Ukrainiens. Je confirme du reste qu'il n'y a pas de soldats français actuellement en Ukraine, et c'est simplement des raisons de sécurité, parce que si vous indiquez à la Russie par où ça arrive, combien il y en a et ce qu'il y a dans le camion, évidemment. C'est sûr qu'on prend des risques. Mais nous ne sommes plus dans des armes défensives, nous sommes véritablement avec des armes lourdes, avec des armes de guerre conventionnelle. Vous savez, la notion d'armes défensives et offensives, c'est totalement subjectif. Certes. Parce qu'un canon César, c'est censé vous protéger, mais si vous lancez un obus, ça fait du dégât. Alors je vous pose la question différemment. Est-ce que l'objectif n'est plus seulement d'aider les Ukrainiens à résister, mais de défaire l'armée russe, de la battre, de la faire plier et de faire plier Poutine? D'ailleurs, les Américains le disent sans problème, directement. Oui, alors, moi je pense qu'il faut faire attention sur ce sujet. D'abord, c'est l'Ukraine qui est en guerre. La France et l'Europe ne le sont pas. Nous aidons l'Ukraine. Est-ce que c'est une position de principe? Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Avec autant d'armes, monsieur Cambon. Mais c'est quand même important de laisser une autre voie. Un jour, et même si pour l'instant cette pensée nous hérisse un petit peu, mais un jour il va falloir se mettre autour d'une table de négociation, il va falloir rediscuter. Donc il faut bien qu'il y ait une voie, et moi je reconnais au président de la République de la maintenir aussi mince fût-elle, mais je pense qu'il faut éviter les termes génocide, boucher, etc. Je crois que ça n'est Donc il ne faut pas suivre les États-Unis. Pas sur cette dérive qui consiste à qualifier de manière un petit peu légère, de mon point de vue. On sait très bien qu'il y a des crimes contre l'humanité, ça c'est clair, ça a été démontré. Le génocide, c'est un élément de droit, si vous voulez, qui entraîne par exemple l'obligation pour chaque pays qui en a connaissance d'intervenir. Alors on est un petit peu en paradoxe puisque justement on ne veut pas intervenir. Alors donc méfions-nous de ce genre de termes. En plus, bon, il faudra à un moment ou à un autre le plus tôt possible serait le mieux du reste, hein. Et pour l'instant, je veux dire indiscutablement, on n'y arrive pas. Les sanctions n'ont assez peu d'effet. D'accord, donc l'embargo sur le pétrole russe qui se prépare de manière pas vraiment coordonnée entre les Européens, vous dites que c'est une arme pas tellement efficace. Je dis que pour l'instant, de toutes ces armes et de tous ces embargos successifs et de toutes ces sanctions, je vois bien en France et en Europe les conséquences que ça a eu sur nombre de professions, les agriculteurs, etc. Tout ça est bien connu. Pour l'instant, je ne vois pas que ça affaiblit la Russie. Alors on dit qu'elle va mettre un genou à terre, mais pour l'instant on n'en voit pas franchement les conséquences. Ceci posé, c'est ou l'arme économique ou l'arme militaire. On renonce à l'intervention militaire pour ne pas engager notre propre pays et l'ensemble du continent dans une guerre. Donc l'embargo, c'est la dernière arme des démocraties que nous sommes en réalité. Un peu, voilà, c'est ce qui nous reste. Oui, c'est assez mince, mais malheureusement pour l'instant on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas d'autres opportunités. La troisième opportunité est indépendante de nous. Il faudrait qu'au sein même de l'équipe russe, M. Poutine soit déstabilisé. Or, pour l'instant, on n'en voit pas le début. Ah, mais vous venez justement, et je voudrais conclure sur ce sujet, au renseignement, parce que la CIA, Christian Cambon, ne fait pas, je veux dire, mystère, et c'est peut-être une révolution, même un changement de logiciel, de sa logique d'influence, et même là, d'intervention. Elle communique, elle déclassifie des documents. Est-ce que c'est un bouleversement, et est-ce que nos renseignements français doivent suivre cette ligne-là? Je pense effectivement qu'il faut déployer tous les moyens dont nous disposons en termes de renseignement. Bon, vous avez vu, je ne peux pas trop en parler, mais il y a une petite crise quand même dans notre pays avec le départ du général qui commandait le service du renseignement militaire. Nous allons du reste éclairer. Est-il vrai qu'il est parti parce qu'il n'a pas anticipé justement l'invasion en Ukraine? D'abord, moi je ne veux pas m'avancer sur ce sujet. La délégation parlementaire au renseignement, qui est une organisation un peu confidentielle qui réunit Assemblée nationale
nationale et Sénat, dans lesquels je siège, va justement organiser un certain nombre d'auditions pour aller plus loin. Donc je peux pas porter de jugement, mais enfin manifestement il y a eu Mais vous voulez savoir pourquoi? Ah bah oui, parce que c'est quand même très grave. On est quasiment en temps de guerre et puis on est obligé de voir partir un des chefs d'un des services les plus sensibles. Donc ça pose quand même question. Il y avait, ce qu'on a bien identifié, c'est qu'il y avait une vraie différence d'analyse entre les services anglo-saxons et notamment américains sur la proximité de la guerre, alors que chez nous on disait non, pas tout de suite, ça va pas arriver, c'est pas comme ça. Donc il y a des sujets compliqués qu'il faut éclairer. C'est assez complexe, hein, parce que il y a la DGSE, il y a le renseignement militaire, il faut voir comment tout ça s'est organisé et de quel genre de renseignement, par exemple, le président de la République disposait lorsqu'il s'est trouvé à l'autre bout de la fameuse table blanche. Là, si le président n'a pas les bons renseignements, c'est assez compliqué de mener les bonnes négociations. Vous viendrez en reparler de nouveau après si on me dit auditions. ce qui s'est passé. Et avec évidemment, j'allais dire la prudence qui incombe par rapport à ces informations classées secret défense. Merci Christian Cambon. Merci. D'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous. Merci. Merci Monsieur Cambon. Merci Sonia Mabrouk.